Au bureau, mon père m'a jeté l'acte de vente au visage comme si c'était un déchet. Ma mère riait, un rire hystérique et cruel, en signant le document sans même le lire. « Allez, sauve ta sœur, va en prison pour nous. C'est ton devoir. » J'ai pris les papiers. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai gardé le silence. Plus tard dans la nuit, le notaire a pâli en lisant les documents tamponnés. Il a relevé ses lunettes, me regardant avec un mélange de terreur et de respect. « Isor. Vous réalisez ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de tout vous léguer. Absolument tout. Ils croyaient m'envoyer à l'abattoir. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de me donner le couteau. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans cette histoire de trahison familiale et de vengeance glaciale, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes à Paris, à Montréal, à Dakar ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi maintenant dans les commentaires, j'adore lire vos réponses. Tout a commencé par un coup de téléphone. C'était un vendredi soir de novembre, le genre de soirée pluvieuse où l'on a juste envie de s'enrouler dans un plaid avec un bon livre. J'étais dans mon studio de 25 mètres carrés à La Défense. C'était petit, c'était froid, mais c'était à moi. C'était mon sanctuaire, payé avec mon salaire d'analyste financière, loin de la toxicité de mon enfance. Mon téléphone a vibré sur la table basse. L'écran affichait un seul mot, maman. Pas de « bonjour ma chérie », pas de « comment vas-tu ». Juste ce nom qui faisait remonter une boule d'acide dans mon estomac. J'ai hésité. Une partie de moi, cette petite fille blessée qui vivait encore à l'intérieur de la femme de 29 ans que j'étais devenue, voulait ignorer l'appel. Mais l'habitude est une seconde nature, surtout quand on a été conditionné à obéir. J'ai décroché. Rentre à Montmorency. Tout de suite. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Il est 19h30, je viens de... Ton père est en train de faire une crise cardiaque à cause de toi. Si tu ne veux pas porter sa mort sur ta conscience, tu prends ta voiture et tu viens. Maintenant. Elle a raccroché avant que je puisse poser une autre question. Une crise cardiaque? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, la peur de perdre mon père m'a paralysée. J'ai attrapé mes clés de voiture, enfilé mon manteau et je suis sortie sous la pluie battante. Le trajet vers Montmorency a duré 45 minutes, mais il m'a semblé durer une éternité. Les essuie-glaces de ma vieille Peugeot 206 battaient la mesure de mon anxiété. Je revoyais des images de mon enfance, les fêtes de Noël où j'étais assise au bout de la table, les anniversaires oubliés, les regards déçus. Quand je suis arrivée devant la grille en fer forgé de la maison familiale, une villa bourgeoise du 19e siècle estimée à plus de 2 millions d'euros, j'avais les mains moites. Les lumières étaient allumées partout. C'était comme un paquebot de lumière dans la nuit noire. J'ai couru jusqu'à la porte d'entrée, m'attendant à voir une ambulance, des pompiers, le SAMU. J'ai ouvert la porte à la volée. Papa. Le silence m'a répondu. Pas de sirène. Pas de médecin. Je suis entrée dans le grand salon aux moulures dorées et au tapis persan. La scène qui s'offrait à moi n'avait rien d'une urgence médicale. Mon père, Amaury, était assis dans son fauteuil en cuir préféré, un verre de cognac à la main. Il n'avait pas l'air de mourir. Il avait l'air furieux. Son visage était rouge, certes, mais de colère, pas d'asphyxie. Ma mère, Sibylle, était debout près de la cheminée, caressant les cheveux de ma sœur cadette, Castille. Et Castille. Castille, la princesse, l'enfant doré, la raison de vivre de mes parents, était effondrée sur le canapé en velours beige, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. J'étais trempée, mes cheveux collaient à mon visage, je respirais difficilement après avoir couru. Je croyais. Maman, tu as dit qu'il faisait une crise cardiaque. Ma mère a tourné vers moi son regard bleu acier, froid comme un scalpel. C'est tout comme, Isor. C'est tout comme. Ta sœur a des ennuis. De très graves ennuis. Et puisque tu es la seule dans cette famille qui a choisi un métier aussi ennuyeux et sordide que la comptabilité, tu vas régler ça. Amaury a posé son verre avec un claquement sec sur la table basse en marbre. Il m'a regardé comme on regarde une employée de maison qui a cassé un vase Ming. Assieds-toi, Isor. On n'a pas toute la nuit. Castille risque la prison, et il est hors de question qu'une fille de ma lignée finisse derrière les barreaux. Je suis restée debout, l'eau de mon manteau goûtant sur le parquet ciré.
Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là allait changer ma vie pour toujours. Je n'étais pas venue sauver mon père. J'étais venue pour être sacrifiée. Mais pourquoi Castille risquait-elle la prison? Et quel rôle horrible voulait-il me faire jouer? J'ai enlevé mon manteau mouillé et je me suis assise sur le petit tabouret, face à eux. La dynamique était claire, ils étaient le tribunal, j'étais l'accusé, ou pire, l'outil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ai-je demandé, ma voix trahissant ma fatigue. Castille a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais son maquillage était impeccable. Même dans la détresse, elle soignait son apparence. Castille avait 26 ans, 3 ans de moins que moi, mais elle se comportait comme une adolescente de 14 ans. Elle avait lancé une marque de vêtements éco-responsable il y a 2 ans, financée entièrement par papa. Ce n'est pas ma faute, a crié Castille, sa voix montant dans les aigus. C'est le comptable. C'est l'État. Ils sont jaloux de mon succès. Amaury a soupiré et a poussé une pile de documents vers moi. Lis ça. J'ai pris les papiers. C'était une notification officielle du fisc, suivie d'une convocation de la brigade financière. Mes yeux ont parcouru les lignes et mon sang s'est glacé. En tant qu'expert comptable judiciaire, je savais exactement ce que je lisais. Fraude à la TVA. Détournement de subventions publiques. Faux et usage de faux, ai-je murmuré, horrifié. Je me suis tourné vers ma sœur. Castille, tu as déclaré avoir exporté pour 500 000 € de marchandises qui n'ont jamais existé pour récupérer la TVA? Et tu as utilisé la subvention Jeunes Créateurs de la région pour payer des vacances aux Maldives et une Porsche en leasing? Castille a reniflé, attrapant un mouchoir en soie. J'avais besoin de maintenir mon image. Tu ne comprends pas, Isor. Tu vis dans ton monde de chiffres gris. Moi, je suis une influenceuse. Je dois vendre du rêve. Et puis, je comptais rembourser, un jour. C'est du crime organisé, Castille. Ai-je lâché? Tu risques jusqu'à 5 ans de prison ferme et 375 000 € d'amende. Sans parler de l'interdiction de gérer une entreprise à vie. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Seul le crépitement du feu dans la cheminée brisait le calme. Puis, ma mère a pris la parole. Sa voix était douce, mielleuse, le genre de voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. C'est exactement pour ça que tu es là, Isor. Elle s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. J'ai eu un mouvement de recul instinctif. On ne peut pas laisser Castille aller en prison. Elle va se marier avec le fils du sénateur le mois prochain. Un scandale maintenant détruirait tout. Son avenir, notre réputation, les affaires de ton père. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je braque le centre des impôts pour brûler les dossiers? Ai-je demandé sarcastiquement. Non, a coupé mon père brutalement. On veut que tu prennes le blâme. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux, attendant la chute de la blague. Mais personne ne riait. Pardon? Tu es comptable, a poursuivi mon père comme s'il discutait de la météo. Tu vas rédiger une confession écrite. Tu vas dire que tu étais la conseillère financière occulte de la Société de Castille. Que tu as monté ce schéma de fraude sans qu'elle le sache, pour détourner l'argent à ton profit. Que Castille n'était qu'une victime naïve qui signait ce que sa grande sœur lui disait de signer. Je me suis levé d'un bond, renversant le tabouret. Vous êtes fou. Vous voulez que je dise que j'ai volé un demi-million d'euros? Que j'aille en prison à sa place? Oh, arrête de dramatiser. C'est emporter ma mère. Avec ton casier judiciaire vierge et tes diplômes, tu auras un bon avocat. Tu feras quoi? 2 ans? Peut-être 3 ans? Avec une bonne conduite, tu sortiras en 18 mois. 3 ans de prison, c'est rien. A renchéri Castille, séchant miraculeusement ses larmes. Tu n'as pas de vie de toute façon, Isor. Tu n'as pas de fiancé, pas d'enfant, pas de vie sociale importante. Moi, si je vais en prison, je meurs. Je ne survivrai pas une semaine sans mes soins de peau, sans mon régime spécial. Toi, tu es forte. Tu es habituée à être seule. La cruauté de ces mots m'a frappée comme une gifle physique. Ce n'était pas juste une demande. C'était une évaluation de ma valeur en tant qu'être humain. Pour eux, ma vie valait moins que la routine beauté de ma sœur.
Et mon travail? Ma carrière? J'ai mis 10 ans à construire ma réputation. Si je suis condamné pour fraude, je serai radié de l'ordre. Je ne pourrai plus jamais exercer. Mon père a haussé les épaules, buvant une gorgée de cognac. On te donnera de l'argent quand tu sortiras. De quoi vivoter? Allez, Isor. Fais ça pour la famille. Pour une fois, sois utile. Être utile. C'était tout ce que j'étais pour eux. Un outil. Une police d'assurance qu'on garde à la cave et qu'on sort quand la maison brûle. Mais jusqu'à quel point était-il prêt à me détruire pour qu'elle continue de briller? J'avais besoin d'air. La pièce tournait autour de moi. Je dois aller aux toilettes. J'ai besoin de réfléchir. Mon père a grogné, regardant sa montre Rolex en or. Tu as 10 minutes. Ne nous fais pas perdre notre temps. Je me suis réfugiée dans la petite salle d'eau du rez-de-chaussée, la seule pièce de la maison qui ne semblait pas me juger. J'ai verrouillé la porte et je me suis appuyée contre le lavabo, regardant mon reflet dans le miroir. Une femme pâle, aux cernes marquées, aux yeux écarquillés par le choc. Soudain, un souvenir est remonté à la surface, violent et précis. Le souvenir du piano. J'avais 12 ans. J'étais une enfant solitaire, invisible. Mon seul refuge, c'était la musique. J'avais un vieux piano droit dans ma chambre, hérité de ma grand-mère. Je passais des heures à jouer du Chopin et du Debussy. C'était la seule chose pour laquelle j'étais douée, la seule chose qui me faisait sentir vivante. J'avais passé le concours d'entrée au conservatoire régional et j'avais été reçue première. Je me souviens d'avoir couru vers mes parents, la lettre d'admission à la main, le cœur explosant de fierté. Maman, papa. J'ai été reçue. Le professeur a dit que j'avais un don. Ma mère était en train de lire un magazine de mode. Elle a à peine levé les yeux. C'est bien, Isor. Mais moins de bruit s'il te plaît, ta sœur fait la sieste. Une semaine plus tard, je suis rentrée de l'école. Je suis montée dans ma chambre pour jouer, comme d'habitude. Mais le piano n'était plus là. À la place, il y avait un vide immense sur le tapis. J'ai dévalé les escaliers en hurlant. Où est mon piano? Où est-il? Mon père lisait le journal. On l'a vendu, a-t-il dit calmement. Vendu? Mais pourquoi? J'ai le conservatoire. Castille voulait faire de l'équitation, a expliqué ma mère en souriant. Elle a vu un film avec un poney et elle a adoré. L'équipement coûte très cher, et il fallait acheter un cheval. On ne peut pas tout payer, Isor. Il faut faire des choix économiques. Ton piano prenait de la place et franchement, tes gammes nous donnaient mal à la tête. Castille sur un cheval, c'est tellement plus élégant. J'ai pleuré pendant des mois. Castille a fait du cheval pendant 3 semaines. Elle est tombée une fois, s'est écorché le genou, et a refusé de remonter. Le cheval a été revendu à perte 6 mois plus tard. Mon piano, mon rêve, avait été sacrifié pour un caprice de 3 semaines. C'était l'histoire de ma vie. J'étais le carburant qu'on brûlait pour que Castille puisse avoir chaud. J'ai lavé mon visage à l'eau froide. Plus jamais, ai-je chuchoté à mon reflet. Plus jamais. Cette fois, il ne demandait pas un piano. Il demandait ma liberté, ma dignité, mon avenir. Et il le demandait avec la même indifférence que lorsqu'ils avaient vendu mon instrument. Je devais savoir une chose avant de retourner dans la fosse aux lions. Je devais savoir à quel point la situation était grave. J'aimerais faire une pause ici et vous poser une question très personnelle. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sacrifié pour un frère ou une sœur? Avez-vous déjà dû renoncer à quelque chose qui vous tenait à cœur juste parce que vos parents favorisaient un autre enfant? Si vous étiez à ma place, là, tout de suite, dans cette salle de bain, qu'est-ce que vous feriez? Vous partiriez en claquant la porte? Ou vous resteriez pour vous venger? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tout. Je suis sortie de la salle de bain, mais je ne suis pas retournée au salon. J'ai marché silencieusement vers le bureau de mon père. J'avais besoin de voir les comptes. J'avais besoin de preuves. Si je devais aller en guerre, je devais connaître le terrain. Le bureau de mon père sentait le vieux papier et le tabac froid. J'ai fermé la porte doucement derrière moi. Je savais que l'ordinateur portable de Castille était resté posé sur le bureau en acajou,
là où mon père l'avait laissé avant mon arrivée pour examiner les dégâts. Je me suis assise devant l'écran. Il n'était même pas verrouillé. Castille n'avait aucune notion de cybersécurité, ce qui, ironiquement, allait causer sa perte. Mes doigts ont volé sur le clavier. J'ai ouvert les fichiers Excel, les relevés bancaires téléchargés, les échanges de mai. C'était pire que ce que je pensais. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. C'était du pillage systématique. Castille avait utilisé l'argent de la société pour payer son loyer, ses vêtements, ses sorties en boîte de nuit, et même de la drogue. Je voyais des retraits en espèces de 2000 € à 3 heures du matin un mardi. Mais alors que je fouillais dans les dossiers partagés du cloud familial pour trouver l'étendue de la dette, je suis tombée sur un dossier nommé « Financement secondaire ». J'ai cliqué. Le dossier contenait des contrats de prêt. Des prêts à la consommation, des crédits revolving, des ouvertures de lignes de crédit auprès de banques douteuses. Le nom de l'emprunteur m'a fait arrêter de respirer. Mademoiselle Isor Valmont. C'était mon nom. Mais je n'avais jamais signé ces prêts. J'ai ouvert les PDF. Les dates remontaient à 6 ans. L'année où j'avais quitté la maison. Il y avait ma signature au bas des pages. Une imitation parfaite. Je savais qui avait fait ça. Ma mère. Elle avait toujours eu un talent pour la calligraphie. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté au site de la Banque de France pour vérifier mon fichier FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L'écran a chargé, et le résultat s'est affiché en rouge. J'étais fiché. Il y avait pour 150 000 € de dettes impayées à mon nom. J'ai dû m'agripper au bureau pour ne pas tomber de ma chaise. Ils ne m'avaient pas seulement appelé ce soir pour prendre le blâme. Ils m'avaient déjà tué financièrement depuis des années. Ils avaient volé mon identité. Ils avaient utilisé mon bon dossier de crédit, celui que j'avais bâti en mangeant des pâtes et en travaillant 70 heures par semaine, pour financer le train de vie de Castille. J'ai compris pourquoi ma mère insistait tant pour que je n'achète pas d'appartement l'année dernière. C'est pas le bon moment, le marché va chuter, disait-elle. Mensonge. Elle savait que si je demandais un prêt immobilier, la banque découvrirait le pot aux roses. La nausée m'a envahi, suivie immédiatement par une vague de froid intense. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était plus de la déception. C'était de la haine. Pure, cristalline, absolue. Jusqu'à cette minute précise, j'avais encore un espoir stupide qu'ils m'aimaient un peu. Qu'ils étaient juste maladroits. Mais non. Pour eux, je n'étais pas une fille. J'étais une ressource. Une vache à lait qu'on traite jusqu'au sang et qu'on envoie ensuite à l'abattoir quand elle ne donne plus rien. J'ai sorti une clé USB de ma poche, des formations professionnelles, j'en avais toujours une sur moi. J'ai copié tout le disque dur. Les preuves de la fraude de Castille. Les preuves de l'usurpation d'identité par mes parents. Le téléchargement a duré 3 minutes. Les 3 minutes les plus longues de ma vie. Copie terminée. J'ai retiré la clé, je l'ai glissée dans mon soutien-gorge, contre ma peau. Puis je me suis levée. J'ai ajusté mon chemisier. J'ai essuyé mes yeux. Je n'allais pas pleurer. J'allais leur faire payer chaque centime, chaque humiliation, chaque note de piano volée. J'avais un plan. Un plan qui venait de germer dans mon esprit d'expert comptable. Un plan qui utilisait leurs plus grandes faiblesses, leur cupidité et leur peur de perdre leur statut social. J'ai ouvert la porte du bureau. Isor la victime était morte dans cette pièce. C'est Isor le bourreau qui en est sorti. Je suis retournée dans le salon. Le décor n'avait pas changé, mais ma vision du monde avait basculé. Je les voyais maintenant tels qu'ils étaient vraiment. Pas comme mes parents et ma sœur, mais comme des cibles. Des adversaires financiers incompétents et vulnérables. Alors ? A aboyé mon père. Tu as fini de pleurnicher ? On a un communiqué de presse à préparer pour annoncer ton départ de la famille après le scandale. J'ai avancé vers eux, le pas lent, mesuré. J'ai baissé la tête, voûté les épaules, adoptant la posture de la fille soumise et effrayée qu'ils connaissaient. C'était ma meilleure arme, ils me sous-estimaient. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais gentille. J'ai regardé les dossiers, ai-je dit d'une voix tremblante, une performance digne d'un Oscar. C'est pire que ce que vous m'avez dit. Ma mère a levé les yeux au ciel. On s'en fiche des détails.
Tu acceptes ou pas? J'accepte, ai-je chuchoté. Castille a poussé un cri de joie et a tapé dans ses mains comme une enfant. Oh merci Isor. Tu es la meilleure. Je te promets, quand tu sortiras de prison, je t'offrirai une séance de spa. Une séance de spa contre 3 ans de prison et une vie détruite. Le taux de change était intéressant. Mais, ai-je ajouté, levant un doigt hésitant. Il y a un problème. Un gros problème juridique que vous n'avez pas vu. L'atmosphère a changé instantanément. Mon père s'est redressé. Dès qu'on parlait de problèmes juridiques, il écoutait. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Papa, tu sais que la loi a changé l'année dernière concernant la saisie des avoirs criminels? Ai-je menti? C'est la loi Sapin 3, ça n'existait pas, mais il ne le savait pas. Et alors? Si je me dénonce comme l'auteur de la fraude, le fisc ne va pas se contenter de me mettre en prison. Ils vont chercher à récupérer l'argent. Et comme je suis insolvable, ils vont remonter à la source. J'ai marqué une pause théâtrale, regardant autour de moi, observant les murs, les tableaux, les meubles. Ils vont saisir les biens des bénéficiaires de la fraude. C'est-à-dire Castille. Et comme Castille vit ici, et que tu es son garant, ils vont saisir la maison. Cette maison. J'ai vu la couleur quitter le visage de mon père. C'était instantané. La maison, c'était son idole. C'était la preuve tangible de sa réussite. Il aimait ses pierres plus que ses enfants. Quoi? Ils ne peuvent pas faire ça. C'est ma maison. Ils peuvent, papa. C'est la procédure de confusion de patrimoine. Si je vais voir la police demain matin et que la maison est encore à votre nom ou au nom de la SCI familiale, ils vont mettre les scellés dessus avant midi. Vous serez à la rue lundi. C'était un mensonge élaboré, tissé avec des fils de vérité technique pour le rendre crédible. La peur est le meilleur levier de persuasion. Et je venais d'appuyer sur le bouton panique. Ma mère s'est levée, paniquée. Vianney, fais quelque chose. Je ne veux pas que mes amis me voient expulsée. On a le cocktail du Rotary le mois prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire? A demandé mon père, sa voix perdant toute son arrogance. Il y a forcément un moyen. J'ai mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas sourire. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Il y a une solution, ai-je dit doucement. Une faille technique. Mais il faut agir ce soir. Tout de suite. Parle. A hurlé mon père. Il faut sortir la maison de votre patrimoine. Immédiatement. Avant que l'enquête ne commence officiellement contre moi. Si la maison appartient à un tiers de bonne foi, l'État ne peut pas la saisir. On la vend à qui? À ton oncle? Il n'a pas l'argent. Non, pas une vente classique, c'est trop long. Une cession de part sociale. La maison est détenue par la SCI Les Chênes, n'est-ce pas? Oui, confirma mon père. Je détiens 50%, ta mère 50%. Voilà. Vous devez céder 100% des parts de la SCI ce soir. À une structure externe. J'ai pris une grande inspiration. J'ai une société holding dormante. Je l'utilise pour certains clients VIP qui veulent rester discrets. Elle s'appelle Nemesis Invest. Elle est vierge de tout soupçon. Le nom Némésie, la déesse de la vengeance, leur a échappé. Ils étaient trop occupés à sauver leurs meubles. Je peux vous racheter les parts pour 1 euro symbolique, plus la reprise des dettes. Officiellement, la maison ne vous appartient plus. Vous devenez locataire. L'État ne peut rien toucher. Et quand je sors de prison, ou quand l'affaire est tassée, je vous revends les parts pour 1 euro. Mon père a plissé les yeux. C'était un homme d'affaires, médiocre certes, mais méfiant. Tu deviendrais propriétaire de ma maison? C'est une formalité, papa. C'est du portage temporaire. Je signe une contre-lettre si tu veux, promettant de te rendre tout. Mais il faut que l'acte de vente soit enregistré par un notaire ce soir. Sinon, demain à 8 heures, quand je vais au commissariat, c'est fini. Mais aucun notaire ne travaille un vendredi soir à 22 heures. A gémi ma mère. Si, ai-je répondu. J'ai un ami de fac. Maître Léandre. Il me doit une faveur.
Il est discret. Il peut ouvrir son étude pour nous. Je l'ai déjà prévenu par texto, il attend mon feu vert. Le silence est retombé. Je voyais les rouages tourner dans la tête de mon père. Il pesait le risque. Me faire confiance, moi, la fille qu'il méprisait, ou risquer de tout perdre face au fisc. Castille a donné le coup de grâce. Papa, s'il te plaît. Je ne veux pas être pauvre. Signe ce truc. Isor est trop bête pour nous arnaquer de toute façon, elle a toujours fait tout ce qu'on lui disait. Cette phrase. Elle a toujours fait tout ce qu'on lui disait. C'était la clé. Ils étaient tellement persuadés de m'avoir brisé, de m'avoir dressé à l'obéissance, qu'ils ne pouvaient pas imaginer une seconde que je puisse me rebeller. Leur arrogance était mon bouclier. Mon père a tapé du poing sur la table. Très bien. Appelle ton notaire. On y va. Mais je te préviens, Isor, si tu essaies quoi que ce soit, je te détruis. J'ai baissé les yeux pour cacher la lueur de triomphe. Je sais, papa. Je ne fais ça que pour vous sauver. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Léandre. Allô? Maître? Oui, c'est l'urgence dont je t'ai parlé. Prépare les actes de cession de part pour la SCI. Oui, cession totale. On arrive dans 1 heure. En raccrochant, j'ai senti une montée d'adrénaline pure. Léandre n'était pas un notaire véreux. C'était l'homme le plus intègre que je connaisse. Mais je lui avais raconté une version de l'histoire. Je lui avais dit que mes parents voulaient me faire une donation anticipée pour compenser des années de négligence, mais qu'ils voulaient le faire discrètement pour ne pas alerter ma sœur jalouse. Léandre croyait assister à un acte de rédemption parentale. Il ne savait pas qu'il allait être l'instrument de mon exécution, ou plutôt, de la leur. Le trajet vers l'étude notariale, située dans le 17e arrondissement de Paris, s'est fait dans un silence de mort. Mon père conduisait sa Mercedes comme un fou, ma mère rongeait ses ongles manucurés à l'arrière, et Castille était resté à la maison pour se reposer de ses émotions, c'est-à-dire regarder Netflix. Moi, j'étais assis sur le siège passager, regardant la pluie défiler. Chaque kilomètre nous rapprochait de l'échéance. Tu es sûr que ton montage tient la route? A grogné mon père pour la 10e fois. C'est du béton, papa. C'est ce que font tous les oligarques pour protéger leurs biens. Tu devrais être fier que je connaisse ces astuces. Ne prends pas la confiance, a cinglé ma mère. Tu restes une petite comptable. C'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui avons le pouvoir. N'oublie jamais ça. Je n'oublie rien, maman. Absolument rien. Nous sommes arrivés devant l'immeuble haussmannien où se trouvait l'étude de Maître Léandre. Il était 23h15. La rue était déserte. Léandre nous a ouverts. Il portait un costume impeccable, même à cette heure tardive. Il avait ce visage sérieux et rassurant qui donnait envie de lui confier ses secrets. Bonsoir. Entrez. Tout est prêt. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Une immense table en chêne, des murs tapissés de livres de droit reliés en cuir. L'ambiance était solennelle. Léandre a posé 3 dossiers sur la table. Veuillez vous asseoir. Comme convenu avec mademoiselle Isor, nous allons procéder à la cession de l'intégralité des 100 parts sociales de la SCI Les Chênes, propriétaire du 14 avenue des Tilleuls à Montmorency, au profit de la société Nemesis Invest, détenue par mademoiselle Isor Valmont. Mon père a sorti son stylo Man Blank en or. Où est la contre-lettre? Le document qui dit qu'elle doit nous rendre les parts? J'ai sorti une feuille de mon sac. Un document simple que j'avais rédigé moi-même sur Word avant de partir. Ici, papa. Reconnaissance de prête-nom. Je reconnais que les parts sont détenues pour votre compte et m'engage à les restituer sur simple demande. Mon père a lu le papier en diagonale. Il a hoché la tête, satisfait. Il a signé, me l'a fait signer. Il a plié le document et l'a mis dans sa poche intérieure. Il pensait que ce papier était sa protection. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en droit français, une contre-lettre sous seing privée, signée entre nous sans notaire, a une valeur très limitée face à un acte authentique notarié, surtout si je pouvais prouver, et j'avais les enregistrements, que le but de cette contre-lettre était de frauder le fisc ou l'État. En cas de but illicite, la contre-lettre est nulle. L'acte officiel prévaut. De plus, l'acte notarié que Léandre allait leur faire signer contenait une clause de « quittance définitive »,
que mon père, dans sa précipitation, n'allait sûrement pas comprendre. Bien, passons à l'acte officiel, a dit Léandre. Léandre a commencé la lecture de l'acte. Sa voix était monotone, apaisante. Il lisait vite, les termes juridiques s'enchaînaient, usufruit, nue propriété, pleine propriété, garantie d'éviction. Mon père tapotait du pied. Ma mère regardait l'heure. Il s'ennuyait. Il ne réalisait pas qu'on était en train de lire leur nécrologie financière. Le cédant déclare se désister de tout droit de propriété et de jouissance sur lesdits biens à compter de la signature des présentes. Oui, oui, on a compris le jargon, abrégé. A coupé mon père. On veut signer. Léandre s'est arrêté. Il a baissé ses lunettes et a regardé mon père avec sévérité. Monsieur, je suis officier ministériel. Je dois m'assurer que vous comprenez la portée de votre engagement. Vous vous dépouillez irrévocablement de votre patrimoine immobilier au profit de votre fille. Confirmez-vous que c'est votre volonté, libre et éclairée? C'était le moment de vérité. Le dernier point de retour. Mon père m'a jeté un regard noir. Il pensait au plan. Il pensait à la prison que j'allais faire à la place de Castille. Il pensait être le marionnettiste. C'est ma volonté. On signe ou? Ma mère a ajouté avec un petit rire nerveux. C'est un cadeau de famille, maître. On est très généreux avec nos enfants. Léandre a semblé perplexe, mais il a hoché la tête. Très bien. Il a fait glisser l'acte sur la table. Mon père a signé avec rage, appuyant si fort qu'il a presque percé le papier. Ma mère a signé avec une floriture élégante, comme si elle signait un autographe. Voilà. Tu es contente? Maintenant, la maison est en sécurité. Tu peux aller te dénoncer demain matin l'esprit tranquille. J'ai pris le stylo. Mes doigts ont touché le papier froid. J'ai signé. Isor Valmont. Puis j'ai apposé ma signature électronique sur la tablette du notaire. Léandre a repris les documents. Il a pris son grand tampon encreur. Il a soufflé dessus, puis l'a abattu sur le papier. Boum. Le son a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Boum. Deuxième tampon. Boum. Troisième. C'était fait. L'acte était enregistré. La minute était signée. Le transfert de propriété était instantané et opposable au tiers. Léandre s'est levé et m'a tendu la main. Félicitations, mademoiselle Valmont. Vous êtes officiellement propriétaire de la SCI Les Chênes et de tous ses actifs. Mon père s'est levé brusquement, remettant sa veste. Bon, c'est fini ce cirque. On rentre. Isor, tu nous suis. On doit répéter ta déposition pour demain. J'ai regardé Léandre. Il avait l'air fatigué mais satisfait du devoir accompli. Il ne savait pas qu'il venait d'assister à un braquage légal. J'ai pris mon exemplaire de l'acte authentique. Je l'ai serré contre ma poitrine. Allez-y, ai-je dit doucement. Je dois régler les honoraires de maître Léandre. Je vous rejoins. Ne traîne pas, a lancé ma mère en sortant. Et ne t'avise pas de nous faire payer le notaire avec notre argent. Tu te débrouilles. Ils sont sortis sans un regard en arrière, sans un merci, sans une once d'affection. Ils venaient de me donner leur maison, et ils me traitaient encore comme une servante. La porte s'est refermée. Je me suis tournée vers Léandre. Merci, Léandre. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour moi. Il a souri. Si tes parents veulent te protéger à ce point, c'est qu'ils t'aiment, Isor. Profitant. J'ai eu un rire amer. Oui. Il m'aime à mourir. Je suis sortie dans la nuit parisienne. La pluie avait cessé. L'air était frais. Je n'allais pas rentrer à Montmorency tout de suite. J'avais besoin de dormir. De vraies heures de sommeil. Je suis retournée à mon studio. J'ai éteint mon téléphone. Et pour la première fois depuis 10 ans, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillée à 8 heures. Le soleil brillait. C'était un samedi matin glorieux. J'ai pris une longue douche. J'ai mis mes plus beaux vêtements, un tailleur pantalon noir, une chemise blanche en soie. Je me suis maquillée avec soin. Je voulais ressembler à la PDG de ma propre vie.
J'ai repris la voiture vers 9h30. Je suis arrivé à Montmorency vers 10h15. La grille était ouverte. La Mercedes de mon père était là. Je suis entré dans la maison avec ma propre clé. Pour la dernière fois, j'entrais en tant que fille. Dans quelques minutes, je serai la propriétaire. Ils étaient au petit déjeuner. L'ambiance était électrique. Castille mangeait un croissant. Mon père hurlait au téléphone, probablement avec son avocat pour une autre affaire. Ma mère feuilletait un catalogue de décoration. Quand ils m'ont vu entrer, le silence s'est fait. « Enfin !» a crié mon père. « On t'attend depuis 2 heures. On a failli appeler la police pour savoir si tu n'avais pas fui. Tu as ta déposition écrite ?» a demandé ma mère. « On doit partir au commissariat maintenant. » J'ai posé mon sac sur la table du petit déjeuner, renversant un peu de jus d'orange. Je n'ai pas répondu. Je suis allé vers la machine à café, une machine italienne hors de prix que mon père interdisait à quiconque de toucher. J'ai pris une tasse. J'ai fait couler un café. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'écoutes quand je te parle ? » a rugi Vianney. « Lâche ce café. On part. » Je me suis retourné, la tasse fumante à la main. J'ai bu une gorgée, les regardant droit dans les yeux, un par un. « Je ne vais nulle part, ai-je dit calmement. »« Pardon ? » ?»« Je ne vais pas au commissariat. Je ne vais pas me dénoncer. Je ne vais pas en prison pour Castille. » Castille a laissé tomber son croissant. « Mais on avait un accord. »« Tu as promis. » J'ai menti. Mon père est devenu violet. Il s'est levé, renversant sa chaise. « Espèce de petite garce ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Rends-moi les papiers. On annule tout. La contre-lettre. Je vais te traîner en justice. » Il s'est avancé vers moi, menaçant. J'ai sorti mon téléphone. « Arrête-toi là, Vianney. » L'utilisation de son prénom l'a stoppé net. Il était choqué. J'ai tout enregistré, ai-je continué. Depuis mon arrivée hier soir. Vos aveux sur la fraude de Castille. Votre tentative de subornation de témoins. Votre pression pour que je m'accuse faussement. Et surtout, vos aveux sur l'usurpation de mon identité et les 150 000 € de dettes que vous avez contractées à mon nom. Ma mère a porté la main à sa bouche. Tu nous as enregistrés ? Oui. Et ce matin, à 9h, un email programmé a envoyé une copie de ces enregistrements à 3 serveurs sécurisés différents. Si je ne rentre pas un code toutes les 24 heures, ces enregistrements seront envoyés automatiquement au procureur de la République et à la presse. Tu bluffes, a sifflé Castille. Tu veux parier ta liberté là-dessus ? Ai-je rétorqué. Mon père s'est rassis, vaincu. Il savait reconnaître une position de force. Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Combien ? J'ai souri. Un sourire froid, sans joie. Je ne veux pas de votre argent, papa. J'ai déjà pris ce qui avait de la valeur. J'ai tapoté l'acte notarié qui dépassait de mon sac. La maison est à moi. Légalement, irrévocablement. La contre-lettre que tu as dans ta poche ? Elle est nulle et non avenue car elle vise à dissimuler une fraude. Essaie de l'utiliser en justice et tu avoues tes crimes. Tu ne peux pas nous mettre dehors. C'est notre maison. A pleuré ma mère. C'est ma maison. Et je ne veux pas de locataires délinquants. Vous avez 48 heures pour vider les lieux. Prenez vos vêtements, vos effets personnels. Les meubles restent. Ils appartiennent à la SCI, donc à moi. Et pour l'affaire de Castille ? A demandé mon père d'une voix éteinte. Ça, c'est votre problème. Castille est une grande fille. Elle ira expliquer au juge pourquoi elle a volé l'argent du contribuable. Et vous irez expliquer pourquoi vous avez volé l'identité de votre fille. Tu vas nous envoyer en prison ? Murmura ma mère, horrifiée. Ta propre famille ? Vous étiez prêt à m'y envoyer hier soir pour une crème de jour, maman. Œil pour œil. Les 48 heures qui ont suivi ont été un spectacle surréaliste. Ils ont essayé de négocier, de pleurer, de menacer.
Mon père a appelé des avocats, qui lui ont tous dit la même chose après avoir vu l'acte notarié. C'est blindé. Vous avez donné la maison. C'est fini. Le lundi matin, j'ai engagé une société de sécurité privée pour superviser leur départ. Je ne voulais pas être là pour voir ça, mais je ne voulais pas qu'ils volent les tableaux ou l'argenterie. Ils sont partis avec quelques valises, entassées dans la Mercedes de mon père, qui allait bientôt être saisie par les huissiers pour payer les dettes de Castille. Ils sont allés dans un petit appart-hôtel en banlieue. La chute sociale était vertigineuse. Mais le coup de grâce n'était pas encore tombé. Le mardi, je suis allé voir la police. Non pas pour me dénoncer, mais pour déposer plainte. Plainte contre X pour usurpation d'identité et faux en écriture privée, pour les prêts. Et j'ai remis la clé USB contenant les preuves de la fraude de Castille à la brigade financière, en tant que citoyenne concernée. L'enquête a été fulgurante. Avec les preuves numériques que j'avais fournies, ils n'ont pas eu besoin de chercher longtemps. Castille a été arrêté le mercredi matin à l'hôtel. La vidéo de son arrestation, où elle hurlait « Savez-vous qui je suis ?» aux policiers, a fait le tour des réseaux sociaux. Son fiancé, le fils du sénateur, a rompu les fiançailles par un communiqué de presse le jour même. Mes parents ont été mis en examen pour complicité et usurpation d'identité. Mon père a perdu sa place au conseil d'administration de sa société. Leurs amis du Rotary ont cessé de répondre à leurs appels. Ils étaient devenus des parias. Moi, je suis retournée au travail le lundi comme si de rien n'était. Sauf que je n'étais plus la petite comptable endettée. J'étais propriétaire d'un patrimoine immobilier de 2 millions d'euros. J'ai vendu la maison de Montmorency un mois plus tard. Je ne pouvais pas y vivre. Il y avait trop de fantômes. Avec l'argent, j'ai remboursé les dettes frauduleuses, pour nettoyer mon dossier bancaire rapidement, même si j'aurais pu attendre le jugement, j'ai payé les impôts sur la plus-value, et j'ai acheté un magnifique appartement avec terrasse à Paris, dans le Marais. Et il me restait encore de quoi investir. Le procès a eu lieu 1 an plus tard. J'y suis allée, assise au dernier rang. Castille, amaigrie, sans maquillage, semblait avoir vieilli de 10 ans. Elle a pleuré à la barre, jouant la victime jusqu'au bout, accusant ses parents de lui avoir mis la pression. Mes parents, eux, se sont accusés mutuellement. C'était pathétique. L'amour inconditionnel qu'ils prétendaient avoir pour Castille n'a pas résisté à la menace de la prison. Le verdict a été sévère, pour faire un exemple. Castille, 3 ans de prison dont 18 mois fermes. Vianney, 2 ans avec sursis et une amende colossale qui l'a ruiné. Sibylle, 18 mois avec sursis. Ils ont tout perdu. Leur statut, leur argent, leur fierté. Quand le juge a prononcé la sentence, mon père s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai vu de la haine, oui, mais aussi de la peur. Il savait que c'était moi. Il savait que j'avais orchestré leur chute avec la précision d'un chirurgien. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de geste. Je me suis contentée de me lever, de remettre mes lunettes de soleil, et de sortir du tribunal. J'étais libre. Vraiment libre. J'avais coupé les liens. Non, j'avais brûlé le pont, et j'avais construit un château avec les cendres. Cela fait maintenant 6 mois que le procès est terminé. Ma vie est calme. Paisible. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil en audit. Je choisis mes clients. Je joue du piano à nouveau, je me suis acheté un magnifique piano à queue noire qui trône au milieu de mon salon. Hier, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe bon marché, l'écriture tremblante de ma mère. Je l'ai ouverte avec des gants, on ne sait jamais. Elle disait, « Isor, nous vivons dans un studio à Sarcelles. Ton père fait une dépression. Je dois faire des ménages pour payer les courses. Castille sortira bientôt, elle aura besoin d'aide. Nous sommes ta famille. Le sang est plus important que l'argent. Tu as gagné. Tu nous as punis. Maintenant, s'il te plaît, aide-nous. Envoie-nous un peu d'argent. Juste de quoi vivre dignement. Ta mère qui t'aime. » J'ai relu la lettre 2 fois. Ta mère qui t'aime. Elle ne m'avait jamais dit ça quand j'étais enfant. Elle le disait maintenant parce que j'étais sa banque potentielle. J'ai regardé la date. C'était l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. J'ai pris un stylo et une belle carte de correspondance. J'ai écrit
Chère mère, j'ai bien reçu ta demande. Tu as raison, le sang est important. C'est pourquoi j'ai utilisé l'argent de la vente de la maison pour faire un don important à une association qui aide les jeunes musiciens défavorisés à acheter des instruments. J'ai pensé que cela te ferait plaisir, en souvenir de mon piano. Quant à Castille, je suis sûre qu'elle apprendra beaucoup de choses utiles en prison. L'autonomie, par exemple. Je ne vous enverrai pas un centime. Mais je vous envoie mes pensées économiques. Adieu. Isor. J'ai scellé l'enveloppe. Je ne l'ai pas postée. Je l'ai brûlée dans la flamme d'une bougie. C'était plus satisfaisant. Il m'avait appris que l'amour était une transaction. J'avais juste fermé le compte. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de revivre tout ça, mais ça m'a fait du bien de le partager avec vous. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous. Ai-je été trop dur? Est-ce que j'aurais dû leur laisser une partie de l'argent de la maison, malgré tout ce qu'ils m'ont fait? Ou est-ce que j'ai eu raison de prendre ma revanche totale? Si vous avez aimé cette histoire de karma instantané, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'on peut toujours se relever, même quand sa propre famille essaie de vous enterrer. Prenez soin de vous, et ne laissez personne vous traiter comme une option. Vous êtes une priorité. À très bientôt.